laisser la parole, voilà, et on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci d'être là en tout cas. Parfait. Merci. Alors parlez bien près du micro. Parfait. Là c'est parfait, là c'est impeccable. Voilà la zapette. Merci d'être là. J'y vais ? Allez, c'est parti. Alors je fais un disclaimer, je ne suis pas du tout commercial comme vous l'avez pu comprendre, mais je vais vous dire en 2 mots ce que c'est UKG et puis je vais vous inviter à aller à notre stand UKG où vous allez avoir des super commerciaux qui pourront vous expliquer bien mieux que moi ce que nous faisons. Mais en fait, nous accompagnons, pour faire simple, nous accompagnons les sociétés dans le workforce management, la RH et la paye internationale. Nous avons au travers le monde 60 000, donc 80 000 clients qui utilisent nos solutions au niveau global. Et nous avons, il me semble, 65 millions, c'est ça, d'utilisateurs. Effectivement. Ce qui représente une base de données qui est assez hallucinante, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Quantitatif parce qu'effectivement 65 millions d'utilisateurs, qualitatif parce que notre société regroupe plusieurs entités, au-delà de la paye, du temps, du scheduling et de ce genre de choses. On a également une société qui s'appelle Great Places to Work, que vous connaissez certainement, et qui nous permet de faire du traitement de données qui sont extrêmement sensibles, qui vont de l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, juristes, dans notre jargon, les catégories spéciales de données, la maladie, l'orientation sexuelle, enfin, tout ce que vous voulez y est, quoi. Franchement, on a effectivement donc, cet énorme panel de données et notre volonté aujourd'hui, c'est de faire face un petit peu aux peurs que cette énorme base de données peut engendrer chez les utilisateurs, en ayant à l'esprit que pour qu'un utilisateur utilise un outil d'intelligence artificielle, il faut qu'il y fasse, il faut faire confiance. Il lui faut faire confiance à cet outil, très clairement. Et globalement, le dernier chiffre que j'ai vu, et je pense que ça va que s'accentuer avec le temps, c'est que 84% des utilisateurs n'utiliseront pas un outil s'ils ne font pas confiance dans cet outil. D'où l'importance effectivement de la confiance. Et pour qu'il y ait confiance, il faut énormément de transparence. Donc, en fait, face à cette base de données, on se retrouve face à plusieurs types de populations. Les RH, qui sont enthousiastes quand même à l'idée de se dire bah tiens, on va pouvoir utiliser des données pour nous faciliter la vie, des outils d'intelligence artificielle. Pour simplifier, pour simplifier les tâches de tous les jours, quelque part. Exactement. On parle souvent du recrutement, mais ça ne fait pas que ça. Ça fait aussi du scheduling, ça fait aussi de la paye intelligente. On peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle de toutes sortes de façons dans les performance reviews. Les performance reviews annuelles. En fait, le fait qu'il y ait une chatbot qui propose comment adapter, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, est-ce que j'ai pas, voilà, comment adapter le wording, etc. Mais donc, il n'y a pas que de l'enthousiasme, n'est-ce pas, Noémie ? Exactement. Donc, face à cela, il y a cette inquiétude légitime des utilisateurs de donner ces données à un outil. Qu'est-ce que cet outil va en faire ? Comment ça va être traité, comment le feedback va être parvenu ensuite à mon management aussi, est-ce qu'il va avoir accès à des choses auxquelles je ne tiens pas forcément à partager, et c'est là où effectivement il faut savoir qu'il y a beaucoup de mythes dans la croyance des systèmes d'intelligence artificielle et dans le fait que, dans l'esprit de la plupart des gens, dès lors qu'on parle d'IA dans le milieu des RH, les gens pensent systématiquement qu'il s'agit de systèmes à haut risque, comme l'explique Jen. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons avec nos clients ou avec nos futurs clients, souvent la première question, c'est mais en fait, vous allez utiliser les données de nos salariés dans le cadre de l'IA, c'est à haut risque, je ne peux pas, etc. Ce n'est pas forcément le cas, en fait. Aujourd'hui, la plupart des solutions qui sont dans le marché en matière RH ne sont pas forcément
ne sont pas même du tout à haut risque. Voilà, majoritairement. Elles peuvent être à haut risque, bien entendu, si elles commencent à prendre des décisions automatisées, ce genre de choses. Dès lors que ce sont des systèmes d'intelligence qui sont là pour assister, et dès lors qu'il y a effectivement les bonnes mesures d'accompagnement, ces intelligences artificielles ne sont pas de facto à haut risque. Et quand bien même elles seraient à haut risque, bien sûr, oui, effectivement, c'est pas illogique, ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont interdites. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle prévoit effectivement une catégorie de systèmes interdits. En fait, pour faire court, pour qu'ils soient interdits, ce système devrait utiliser des données biométriques. Or, aujourd'hui, sur le marché des systèmes RH qui utilisent également de la biométrie, effectivement, c'est interdit, point barre, ça s'arrête là. Ce n'est pas le cas de toutes et c'est les pas le manières cas de du la KG, plupart. en tout cas, voilà. Et même, je pense qu'à l'heure qu'il est, à partir du moment où cette obligation est déjà en vigueur, je ne vois pas une société mettre sur le marché un système d'IA qui serait interdit par le règlement européen. Donc voilà. Donc en fait, on constate que le véritable risque en matière d'intelligence artificielle, c'est pas le fait qu'on se retrouve face à une intelligence artificielle à haut risque, c'est pas le fait que ce soit une intelligence qui soit éventuellement interdite. Le véritable risque, il réside dans le fait que cette donnée peut être de mauvaise qualité. Et là, on va pouvoir passer à la prochaine slide. Tout à fait. Et donc voilà. C'est justement la nécessité en fait que la solution en fait que vous allez choisir doit pouvoir être entraînée avec une bonne donnée en fait. D'où la nécessité. Et aujourd'hui, on ne peut pas entraîner la solution qu'avec des données synthétiques. Ça ne marchera pas. Et du coup, si vous ne voulez pas faire avec de la donnée synthétique, il faut effectivement accepter que ces données proviennent des utilisateurs. Ce n'est pas toujours facile. C'est essentiel de bien le comprendre parce que, je vais vous donner un exemple très simple. Si les utilisateurs commencent à faire ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire qu'ils veulent bien utiliser le système d'intelligence artificielle, mais ils demandent au système d'intelligence artificielle de ne pas utiliser ses propres données pour son entraînement, pour l'améliorer. Globalement, ce qu'on constate, c'est que ce sont les personnes les plus éduquées qui vont éviter de donner leurs données pour pouvoir entraîner les systèmes d'intelligence artificielle. Or, si on se retrouve face à une catégorie entière de personnes qui font du opt-out, qui disent non, merci, moi, votre intelligence artificielle elle ne va pas se développer avec mes données à moi. Vous allez vous retrouver avec une intelligence artificielle qui va devenir biaisée très rapidement parce qu'elle ne prendra pas en compte votre intelligence à vous. Et on peut le dire de manière très impolie, je ne le dirai pas là, mais globalement, ce qu'on met dans une intelligence artificielle, c'est ce qui en ressort. Donc si on y met quelque chose d'intelligent, il y a de l'intelligence qui en sort. Si on y met quelque chose de bête, il y a de la bêtise qui en sort. Point barre. Donc du coup, en ayant à l'esprit cela, il faut sortir de la peur, de cette peur de « je vais donner mes données à une intelligence artificielle qui va s'entraîner dessus ». Il faut éduquer la population simultanément en leur expliquant « ne mettez pas tout et n'importe quoi dans vos systèmes d'intelligence artificielle ». Pensez à ce fameux principe de minimisation des données personnelles qui est essentiel en droit de la protection des données personnelles. Et j'en profite pour dire que c'est aujourd'hui la journée internationale de la protection des données personnelles et de la privacy. Donc c'est une très très belle occasion de réitérer ce principe essentiel de la minimisation des données personnelles. Et du coup, en fait, Noémie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est bien, donc il faut choisir certes l'IA, il faut donc l'IA que l'on souhaite utiliser, mais c'est essentiel de mettre en place des règles en interne pour expliquer aux utilisateurs comment utiliser cette IA, donc quel type de données mettre dans l'IA pour justement avoir une protection. Et puis surtout aussi vérifier que l'IA choisite protège donc de la bonne manière les données. Donc, oui. Et les bonnes mesures techniques et organisationnelles en place. Exactement. Comme l'indique Jen, il y a deux choses. C'est effectivement, il faut avoir une bonne base de données avec des données qui sont structurées sur la compétence, le parcours, la performance.
Une entreprise comme UKG, elle aura ça de facto par essence, entre guillemets, vu la richesse de sa base de données. On rappelle 65 millions d'utilisateurs worldwide, c'est très très large. Ce qu'il faut à côté de ça, c'est une gouvernance. Et ça, c'est un mot qu'on entend régulièrement aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'une bonne gouvernance ? Une bonne gouvernance, elle va reposer sur de l'éthique, de la transparence, des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données. Et effectivement, tout ça, ça va permettre d'assurer la qualité des données et leur traçabilité, ce qui est essentiel également. Pour qu'il y ait traçabilité, une fois de plus, ça veut dire que vos systèmes d'intelligence artificielle et les nôtres doivent être monitorés en continu. Et il faut systématiquement vérifier en continu la façon dont le système d'intelligence artificielle va processer la donnée pour s'assurer qu'elle fonctionne toujours correctement et qu'elle n'est pas devenue biaisée. C'est une obligation qui est légale, qui est vraiment au sein du règlement européen et qui est essentielle pour s'assurer effectivement que l'humain reste au-dessus de tout cela et ne se fait pas envahir par l'intelligence artificielle. Next slide. Next slide. Et du coup, on en arrive vraiment à quelque chose qui est... ça coule de source, effectivement. C'est que le système d'intelligence artificielle, il doit être utile et responsable. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça ? Eh bien, il faut qu'on vous parle un petit peu des cas concrets de l'intelligence artificielle. Jeanne, est-ce que tu veux prendre la main là-dessus ? C'est-à-dire par rapport... Là, tu m'as pris de court. De quoi tu veux parler ? De l'aide à la programmation des horaires, vraiment ce que ça peut faire concrètement. Ah oui, par rapport à UKG, oui, tout à fait. C'est le fait, par exemple, avec le Workforce Management, la planification, vous allez pouvoir, en fait, l'IA va pouvoir vous proposer aux utilisateurs, je souhaite avoir un shift de telle heure à telle heure. Donc, l'IA va vous proposer, en fait, les disponibilités par rapport à votre entreprise, en fait, tout simplement. Donc... Et ce que ça veut dire par là, ce que John veut dire par là, c'est qu'en fait, il ne faut pas utiliser de l'IA pour de l'IA. C'est un buzzword, une fois de plus, mais une intelligence artificielle doit avoir un objectif. Vous achetez une IA parce que vous en avez besoin, parce qu'elle vous apporte quelque chose de plus qu'un humain, parce qu'elle le fait mieux, parce qu'elle le fait de façon plus efficace, et vous savez en interne quel est le besoin auquel répond cette intelligence artificielle. Mais Noémie, là, pour le coup, tu touches à une chose très importante. C'est du coup, lorsque vous choisissez l'IA, lorsque vous avez décidé, en fait, le besoin que vous avez au sein de l'entreprise, c'est essentiel, en fait, de le partager et de l'expliquer. Donc, au sein, donc, forcément, des achats, et avec les achats. 2, aux équipes qui vont vous accompagner dans l'achat et le choix de la solution, notamment les équipes juridiques. Mais 3, aussi aux utilisateurs. Parce que si l'utilisateur ne comprend pas, une fois que vous avez choisi, déployé l'IA, si l'utilisateur, mais je crois on y a fait allusion un petit peu tout à l'heure, si l'utilisateur ne comprend pas quel est le but de cette IA et qu'est-ce que ça va lui apporter ? Voilà, ça va lui apporter, il ne l'utilisera pas. Et de la même manière, s'il craint que l'IA, que ces données ne seront pas protégées, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne l'utilisera pas non plus. Donc c'est essentiel, en fait, pendant ces différents stades, de communiquer et d'expliquer pourquoi et d'expliquer pourquoi le projet, pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'IA. Donc voilà, s'il y a entre vous des DRH, des acheteurs d'intelligence artificielle, notre demande de juriste, au-delà du KG, très clairement, ça serait vraiment de partager la raison de votre achat avec vos interlocuteurs au sein de votre société, de partager ce que cette IA va faire, comment elle est protégée, le fait que c'est de l'IA. Nous, de manière très amusante, on se retrouve régulièrement dans des situations où on arrive en bout de ligne, en bout de course, où ça y est, la vente est faite, il faut maintenant signer un contrat. Et donc, dans le contrat, dingue, hein, ça parle d'intelligence artificielle. Oui, ça tombe bien, c'est ce que vous achetez. Mais on se retrouve face à des juristes en face qui disent « Ah mais non, mais moi, il est hors de question que vous accédiez à mes données pour faire de l'entraînement de votre intelligence artificielle. » Et du coup, en fait, il y a vraiment énormément de travail à faire pour que votre juriste aussi comprenne, en fait, si, c'est normal, on achète de l'intelligence artificielle, donc c'est normal qu'on en parle déjà dans le contrat. Voilà ce qui est fait, voilà ce que ça fera, voilà comment c'est protégé, et voilà aussi pourquoi c'est normal que ces intelligences
se nourrissent de données. Tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça. L'essentiel, à mon sens, et le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est que l'acquisition d'intelligence artificielle, ça peut être un véritable levier de puissance. Oui, il y a des risques, bien entendu. Il faut que ces risques soient maîtrisés contractuellement, techniquement, avec des règles internes. Avec des règles internes. Mais il faut aussi. C'est pas insurmontable. Un, c'est pas insurmontable, et deux, il faut en faire un levier de puissance, très clairement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Qui veut poser une question, qui veut partager un retour d'expérience avec Noémie et avec Jennifer par rapport à ces sujets? Peut-être on peut revenir sur ce que propose UKG par rapport à ces sujets-là, même si j'ai bien noté, vous n'étiez pas là pour être commercial, mais c'est intéressant de montrer quelle est la valeur ajoutée et comment vous accompagnez les actrices et les acteurs de la fonction RH. Avec grand plaisir. Nous avons mis en place un programme de gouvernance d'intelligence artificielle au sein de notre société. Ce fameux programme de gouvernance repose sur quelques principes clés. L'éthique, avant toute chose, la protection des données, et donc du droit à la vie privée également, la transparence et le monitoring. Ce sont vraiment ces 4 grands principes qui sont mis en place dans le cadre de notre... Pour pouvoir piloter, en fait. Exactement, oui, pour pouvoir piloter. Et par ailleurs, c'est publiquement accessible sur notre page de transparence, UKG. On en parle de manière très ouverte. Après, par rapport donc, à comment UKG, donc l'IA fait partie de toutes les solutions en fait, qu'UKG propose, que ce soit dans le workforce management, donc par rapport au scheduling notamment, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer pas très bien tout à l'heure, mais par rapport notamment, je suis l'utilisateur, je souhaite voir quelles sont les disponibilités dans mon entreprise pour travailler de quelle heure à quelle heure, je veux faire des heures supplémentaires, etc. Je vais pouvoir, en fait, avec la solution, avec Workforce Management, les solutions de Workforce Management, et l'IA notamment, trouver les différents shifts disponibles. De la même manière, l'IA va être, on va en avoir, je pense notamment aux revues annuelles, typiquement, dans HRSD, dans la paie, dans la paie internationale. Il y a de toutes les manières aujourd'hui et de partout. Elle sera de partout. Ce qu'on fait aussi, et ce qui est très intéressant, et je pense qu'il y a peu de sociétés qui le font, ça, c'est vraiment un truc dont je suis assez fière à titre personnel, c'est qu'on propose aux clients, au-delà du site internet qu'on peut avoir où on s'engage sur un certain nombre de points, au-delà de nos engagements contractuels, on propose des documentations spécifiques qui expliquent produit par produit ce que fait le produit, comment c'est protégé, quelles sont les données qui sont traitées par ce produit, pourquoi ces traitements ont lieu, en quoi ils sont essentiels et en quoi on ne peut pas se passer de ces traitements-là pour fournir in fine le service. Donc tout cela est indiqué et documenté et fourni de manière transparente à nos clients lorsqu'ils en expriment le besoin, et c'est souvent le cas parce qu'en fait les entreprises qui acquièrent ces solutions, il faut bien quand même se garder à l'esprit que ce sont des solutions qui vont passer dans tout ce qui est comité d'entreprise, CSE, enfin que ça soit voilà, ça doit être approuvé par que ce soit au niveau du CSE et de toutes les manières derrière. Puis les IRP, contrôle, donc, tout exactement. Ça. Les IRP également. Donc tout ça doit être contrôlé. Et à partir du moment où ça passe devant des IRP, devant des CSE, il faut effectivement que les clients aient les billes nécessaires en termes de transparence. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas une boîte noire, en fait. Non, pas du tout. Vous soulevez le capot et vous dites, ben voilà ce que ça fait. C'est la transparence. De toute façon, c'est l'obligation de transparence dans le cadre du règlement, des règlements par ailleurs, en protection des données, en IA, etc. Donc, on est là-dessus. C'est vrai que... C'est vrai, tu as raison. Tu as de quoi être fier parce que c'est notamment elle qui a mis en place tout le programme. Et c'est vrai que donc on est tout à fait transparent en amont pendant la négociation et puis après, une fois que le contrat a été signé, avec les évolutions du produit.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui a envie de réagir par rapport à ces sujets-là? Le droit fait peur, je sais. Le règlement européen. Non, mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le cadre, voilà, il y a des risques de ne pas franchir la ligne jaune, la ligne rouge. Moi, ce que j'aime bien, je ne sais pas si vous étiez là ce matin quand Jean-Claude Legrand, le directeur général des relations humaines du groupe L'Oréal, nous en parlait. Il a dit chaque collaborateur a un compagnon, c'est-à-dire que l'IA est considérée comme un compagnon. Augmenter l'humain réaction, peut-être par rapport à ça. L'IA est effectivement un compagnon qui est censé assister pour moi. C'est presque un chien guide, même, je dirais. Mais ce n'est qu'un chien guide et il a un maître, ce chien guide. Il ne faut pas oublier le maître dans l'histoire. C'est l'humain. C'est vrai que c'est toute la problématique de toutes les manières. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure des solutions qui sont à haut risque. Une solution est à haut risque si jamais derrière il n'y a pas d'humain qui prend la décision, qui valide la décision quelque part. Et bien voilà, allez tenter votre chance. Racontez-nous, cas concret d'IA, détection des compétences internes. Ça aussi, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'on a souvent des compétences qui sont sous les radars, qu'on ne voit pas, et quand on veut faire évoluer des collaborateurs et des collaboratrices, là, ça peut être utile. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est certain que tout ce qui est détection de compétences internes est essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, typiquement dans nos produits de scheduling, je pense qu'on fait ce genre de choses. C'est-à-dire que non seulement on va programmer effectivement l'emploi du temps d'une personne en fonction de ses besoins. Donc, si j'ai bien compris... c'est les besoins. C'est notamment, en fait, que ce soit, par exemple, le manager du site ou que ce soit le salarié. Si le manager a besoin de disponibilité dans les horaires, il va le mettre dans la solution. Et du coup, le salarié va pouvoir dire si ça m'intéresse, cet horaire-là m'intéresse, cet horaire-là m'intéresse. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que la solution va dire eh bien, moi, j'ai besoin, enfin, l'utilisateur va dire moi, j'ai besoin de gagner 200 € cette semaine. Et on va lui dire alors pour cela, il faut que tu fasses X heures de cela. Et va même pouvoir lui proposer mais attends, il y a un emploi qui peut être un tout petit peu où tu vas être un peu plus qualifié, parce que nos solutions s'adressent beaucoup à des cols bleus. Notamment. Et si tu veux, à partir on va te proposer effectivement au sein de ton entreprise de réaliser une autre tâche qui demande un peu plus de qualification, où tu seras mieux rémunéré et tu arriveras, par exemple, à plus vite gagner ton argent, entre guillemets, dont tu as besoin, en mettant en jeu cette compétence spécifique qu'on a pu détecter. Mais je pense aussi détection des compétences internes avec Great Place to Work, en fait, notamment avec toutes les données que nous avons dans le cadre de Great Place to Work et des sociétés certifiées, notamment des sociétés certifiées, ça va permettre d'avoir des trends, en fait. Par exemple, je sais, discuter, telle personne a été en arrêt maladie pendant tant de temps, en fait, ça va permettre Est-ce qu'il y a un risque sur ce salarié, où on voit souvent que les salariés qui sont dans le produit ou qui travaillent dans la R&D, après 9 ans, il y a un risque, il a envie de partir. Voilà, enfin, et ça, c'est détecté également par ce genre d'outil qui va dire attention, il y a un risque sur ce salarié-là, il est démotivé, il est là depuis 9 ans. Oui, donc c'est bien, ça met les warnings et ça ouvre le champ des possibles aussi. Exactement. On va vous voir où? Où est le stand du KG? Alors, il est en plein milieu. Au milieu? Voilà, tout à fait. On ne peut pas le rater en fait. Plutôt, il est très grand. Voilà, vert très grand et plutôt à l'avant. D'accord. C'est ça, je suis désolée. J'ai cru comprendre qu'il y avait des délicieuses gaufres. Oui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais il y en aura après. On peut vous applaudir toutes les deux, Noémie, Jennifer.